Oui. Comment on a cette année? Les bras doivent être détendus, les mains aussi, bien que les épaules qui commandent le mouvement sont en action. Dit-elle, Marie-Claude. C'est pas la pièce encore. Hein. C'est bientôt. Le bassin à droite, puis le bassin en avant, le bassin à gauche, le bassin en arrière, puis en liant le mouvement. Ah oui, le ballon. Le ballon d'abord. Donc on l'envoie. Voilà. Mais c'est marrant parce que il a une tête de bébé, mais c'est Michel de la fertile. On voit, non, on voit déjà que c'est vraiment un garçon. Parfois les bébés, tu du mal à voir, mais lui, c'est Michel. Moi, si à l'occasion, je travaillais une. Je vous remercie d'être venus, nombreux, à cette représentation qui n'est pas tout à fait une représentation comme une autre. Ce que nous avons voulu faire, c'est refaire ce que nous avons fait à Paris pour commémorer le 140e anniversaire de la commune. Nous voulions proclamer la commune sur la place de l'Hôtel de Ville, comme les communards l'avaient fait en 1871. Ce que nous avons fait. Il en est sorti de cet événement 7 pièces, parce que nous l'avons fait sous cette forme. Il en est sorti 7 pièces que nous voulons aujourd'hui, et vous êtes parmi les premiers. Nous ne l'avons joué qu'une fois depuis 2011, donc la deuxième fois devant un public. Nous voulons que cette pièce soit porteuse de cet espoir qui est la Commune de Paris. Notre association, les amis et amis de la Commune de Paris, je dis 2 fois le mot parce qu'il est une fois au féminin, ce qui est une nouveauté pour l'association. Nous pensons que d'autres associations, puisque nous sommes les premiers à l'avoir fait, vont marcher dans nos pas. Mais nous avons comme but, dans notre association, de faire connaître l'histoire de la commune et de faire connaître aussi les idéaux des communards. Pardon, madame, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que tous ces drapeaux rouges? C'est la Révolution ou quoi? On commémore? Et quoi? La commune de 1871? Les barbares qui ont incendié Paris? Ah oui, des bandits, des criminels. Je le sais, j'ai un arrière-arrière-grand-oncle qui en était. La honte pour notre famille. Rien que d'en parler. Non, je vous laisse à vos danses folkloriques. Je rentre chez moi. Comme tu traites mal ma mémoire, Marianne. On se connaît? Pourquoi me tutoyez-vous? Et comment connaissez-vous mon prénom?
Moi qui croyais te faire honneur, moi qui suis mort pour ta liberté, tu me fais de la peine. Mais qui êtes-vous? Les photos moisies que tu as au fond de ta cave, c'est moi, Auguste, ton arrière-arrière-grand-oncle. Auguste? Mais que faites-vous là? Depuis 143 ans, je suis là sur cette place de l'hôtel de ville, chaque 18 mars. Je vous croyais plus vieux. Je suis mort en ma pleine forme. On ne m'a jamais dit comment. Reste là. Je vais raconter mon histoire. Ton histoire. Les conditions de vie sont rudes. Vraiment rudes. La misère déplace les hommes et les femmes aussi, qui viennent à Paris pour être piqueuses de bottines, ouvrières en manufacture de tapis ou blanchisseuses. On travaille 12 à 16 heures par jour, 6 jours par semaine. Les ateliers sans air et sans lumière sont malsains. Les femmes gagnent 2 francs par jour, la moitié du salaire d'un homme. D'autres femmes, hélas, n'ont que la rue. Ce n'est pas un choix. La misère les oblige. Moi, la nuit, je suis pauvre, moi. Je ne suis qu'une femme des faubourgs. C'était ça ou la misère. Et les enfants dans tout ça? Nos enfants, ils travaillent, à l'atelier, à la forge, n'importe. À 8 ans, ils font de l'acier, moulent des briques, portent des charges, font le ménage, pour 3 sous. Mais la place d'un enfant est à l'école. Mon ami Eulalie, on a 2 au cimetière déjà. Faut être riche pour parler comme vous le faites, madame. Et les hommes? Les hommes, il y en a aussi, pas mieux lotis. Tenez, prenez mon mari, par exemple, Hector. Il est ouvrier tanneur sur la Bièvre. La Bièvre, c'est la rivière qui fait égout à ciel ouvert sur la butte aux Cailles. Vous situez? Dans mon quartier, ça pue, je vous le garantis. Les 10 premiers jours, on vomit. Après, on s'y fait. Octave, lui, il est démolisseur. Les vieilles maisons du centre, il en fait des ruines. Faut percer les nouveaux boulevards au baron Haussmann. Rien que la nourriture, ça coûte les 3/4 de ce qu'on gagne. Achille, il est maçon. Les immeubles haussmanniens, il les construit. Et c'est grand luxe. Mais tous les jours devant chez lui, un taudis, il y a monsieur Vautour, l'huissier de justice, qui l'attend. C'est des vidines qu'on a. Article 1, les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est de l'enfer des pauvres qui a fait le paradis des riches. C'était en juillet 1870. La guerre a éclaté entre la France et la Prusse. Mais quelques semaines après le début des combats, l'empereur Napoléon III s'est rendu. Il est fait prisonnier par les Prussiens. Puis, les choses sont allées très vite. 2 jours plus tard, le 4 septembre à Paris, la République est proclamée. Mais les Prussiens approchent. Des milliers d'ouvriers s'enrôlent dans la garde nationale, cette milice citoyenne. 15 jours plus tard, les Prussiens sont là. Tous aux fortifications! Paris est assiégé! Puis les mois passent. Sous les bombardements par un hiver glacial, la famine s'installe. Le rat, le chat tiennent lieu de lapin dans les marmites. Je suis Charles Delécuve, journaliste républicain, et je relate des événements difficilement supportables. Tous les jours, on retrouve des gens morts, congelés par le froid terrible. Seuls les riches mangent à leur faim. Les Parisiens n'en peuvent plus, mais ils résistent. Les Prussiens n'auront pas Paris. Le gouvernement ne fait rien? Le chef du gouvernement, Trochu et sa clique, verse des larmes de crocodile. Il justifie sa capitulation sans bataille. La guerre, dit-il, empêche le commerce et les affaires. Mais moi je dis, le commerce et les affaires pour qui? Pour faire manger qui? Pour payer les loyers de qui? Paris capitule. Paris se rend sans avoir combattu. Tous ces morts pour rien, j'ai honte. Gouvernement de défection nationale. Une nouvelle Assemblée nationale s'est installée à Bordeaux, loin des Prussiens. Un nouveau souffle républicain se lève. Mais catastrophe! Les nouveaux députés, pas un n'est républicain. Pas du tout. Nous sommes monarchistes dans l'ensemble, voyez-vous. Elle est jolie, votre République, mais nous, on ne l'aime pas. Faut nous comprendre, nous n'avons qu'un seul ennemi, le prolétaire de Paris des faubourgs, qui se prend pour le nombril de la France, qui voudrait tout commander, abolir la propriété privée. Oh, classe laborieuse, classe dangereuse.
Début 1871, c'était la République. Mais l'heure n'était ni à la liberté, ni à l'égalité, ni à la fraternité. Messieurs les députés, à la majorité, Monsieur Adolphe Thiers est désigné chef du pouvoir exécutif. Félicitations, Monsieur Thiers. Merci, messieurs. À présent que vous me remettez aux affaires, je vais en votre nom conclure une paix définitive avec Bismarck et forcer Paris à rendre ses armes. Croyez-en ma longue expérience de ministre de l'Intérieur, je materai la classe ouvrière. Ensuite, nous reparlerons ensemble de votre désir de rétablir la monarchie. Parisiens! Vous avez entendu? Nous avons toujours nos canons de guerre. Servons-nous-en pour défendre la République. Messieurs les députés, les ouvriers et les commerçants parisiens doivent 6 mois de loyer et d'échéance à leurs propriétaires. La guerre est finie, que diable! Exigeons-en le paiement immédiat. Soldats de la garde nationale, l'Assemblée nous provoque. Allons-nous nous laisser faire? Que chaque légion d'arrondissement rassemble ses bataillons. Notre fédération rassemble la quasi-totalité des bataillons de Paris. Et notre comité central représente les ouvriers en armes. Vive les fédérés! L'Assemblée quittera Bordeaux sous 8 jours pour Versailles, la capitale des rois. Car Paris n'est plus la capitale de la France. Quant aux Parisiens, désarmez-les, Monsieur Thiers, vite! Le 18 mars 1871, au petit matin, sur la butte Montmartre, le gouvernement tente de voler les canons. Entraînés par Louise Michel, les femmes de Paris alertent la population. Réveillez-vous, citoyens, sortez de chez vous. L'armée est là. Aux armes. Aux armes. Arrêtez! Ne bougez plus! Non, arrêtez tout, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'allez pas tirer sur le peuple. Silence, canaille! Je suis le général Lecomte. Ces canons appartiennent à l'État. Si vous persistez à empêcher leur évacuation, je commanderai le feu contre vous. De quoi? Ce n'est pas possible. Non, ne tirez pas. Soldats, apprêtez armes, en joue. Non, ne tirez pas, les gars. Vous allez tuer des ouvriers comme vous? Feu! 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 Mais tirez, voyons! Non, tirez pas. Avec nous, mais rejoignez-nous! Grâce au Grâce Ils sont avec nous! Bravo, les gars! Dans chaque rue de Paris, une barricade est dressée pour subir les assauts de la troupe. Mais c'est alors que s'est produit l'inimaginable. Thiers et sa clique fuient à Versailles. Il ordonne que le jour même, le gouvernement, l'armée, les corps constitués quittent Paris par tous les moyens et dans les meilleurs délais. Le 18 mars 1871, à l'hôtel de ville, le comité central de la garde nationale se réunit derrière ses vitres. Ils sont propulsés aux commandes d'une ville libérée de tous les pouvoirs officiels et ils n'en reviennent pas. Après 10 jours de liesse, ils élisent leur gouvernement, la Commune de Paris. Des ouvriers viennent présenter leurs grands projets égalitaires, comme Varlin le relieur. Tant qu'un homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais où tout regorge, il n'y aura rien de stable dans les institutions humaines. La routine, les préjugés entre les hommes sont les pires obstacles au progrès. Il faut éduquer les masses et mettre toutes nos forces en commun. Que les crèves la faim se lèvent. Paris s'agite, réclame, se soulève et veut changer les lois qui donnent tout pouvoir aux riches sur les travailleurs. Nul prolétaire ne rentrera dans son trou. Mieux vaut crever dans la révolte. Auguste, la commune, qu'est-ce que c'est exactement? Un gouvernement démocratique, républicain, constitué de tous les élus d'arrondissement. Une ville qui se dirige elle-même. C'est le premier gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, de toute l'histoire de France. Un gouvernement parallèle?
Un gouvernement démocratique avec des citoyens comme nous? Des ouvriers, des artisans, des intellectuels, des artistes et de toutes les nuances. Blanquistes, fourriéristes, anarchistes, proudhoniens, francs-maçons, marxistes, internationalistes, mais tous républicains. Dis donc, quel mal ils ont dû avoir à s'entendre entre eux. C'est le grand problème de la démocratie. Et alors? Mardi 28 mars 1871 à midi, toute la place et le quartier sont envahis par une foule énorme. À la tribune, les 90 élus de la commune. Parmi eux, Ranvier, maire du 20e arrondissement, s'avance. Citoyens, mon cœur est tellement plein de joie que je ne peux prononcer un discours. Mais permettez-moi de glorifier le peuple de Paris pour l'immense exemple qu'il donne au monde. Votre commune est constituée. Au nom du peuple, la commune est proclamée. Vive la commune! Vive la commune! Vive le monde! Alors, Marianne, qu'est-ce que tu dis de ça? Que la guerre civile, vous l'avez bien cherché. C'était couru d'avance que tout ça finirait dans un bain de sang. Quelle folie, quelle utopie! Mais tu voulais quoi? Qu'on reste les bras croisés? Les fédérés ont combattu. Pendant 2 mois, les Versaillais ont bombardé Paris jusqu'à l'assaut final et tué les prisonniers. Et sais-tu ce qu'ont fait les Parisiens pendant ces 2 mois? Ils ont construit leur République. Citoyens, vous ne me connaissez pas tous. Je suis Albert Thèse, membre de la commune, directeur des postes. La fuite des fonctionnaires municipaux à Versailles aurait pu provoquer la pagaille. Eh bien, je voulais vous dire qu'avec l'aide des Parisiens volontaires, la commune a remis en marche tous les services publics. L'eau, la voirie, les égouts, les pompiers, l'assistance publique, les postes et télégraphes. Ça y est, tout fonctionne à nouveau. Avec les gardes nationaux, les blessés, les malades, les chômeurs, les veuves, les orphelins, les indigents, la commune nourrit 300 000 personnes par jour. Paris gère son budget, et au centime près. Ce sont les citoyens qui font fonctionner la ville? Ça, c'est très fort. Et la pauvreté n'est plus une menace. Léo Frankel, ministre du Travail, en répond. La commune accorde la remise de 3 mois de loyer, la suspension des poursuites pour les échéances impayées. Les logements vacants sont réquisitionnés pour loger les victimes des sans-abri et les indigents. Les outils de travail déposés au mont-de-piété sont restitués gratuitement. Partout, la société est en train de changer. Dans les rapports de travail, par exemple, les patrons n'ont plus le droit de mettre d'amende ou autres retenues sur salaire à leurs employés. Pour la première fois, nous instaurons un salaire minimum. Nous avons obtenu la réouverture des ateliers abandonnés par les patrons partis à Versailles. Les hommes ne veulent plus d'exploiteurs, plus de maîtres. Et les femmes non plus. Femmes, les ateliers vous appartiendront. Leur gestion sera assurée par l'Union des femmes. Demandez à Elisabeth Dimitrieff, elle vous répondra. Avec Nathalie Lemel, toutes les ouvrières sont invitées à élire leur représentante à la Chambre syndicale des travailleuses. Elisabeth Dimitrieff, Léo Franken, ça sonne pas très français. Nos meilleurs généraux s'appellent Dombrowski et Wroblewski. Eh oui, quand un étranger met sa force et son esprit au service de tous, on ne lui demande pas ses papiers. La République est universelle. Dites donc qu'elles étaient actives, les femmes, dans ce coup-là. C'est vrai que sans les femmes, on ne peut pas faire grand-chose. Faire la révolution sans les femmes, ça n'a jamais marché. L'inégalité entre les sexes renforce le pouvoir des gouvernants. Vous n'avez pas compris ça, messieurs? À travail égal, salaire égal, c'est désormais la règle dans les ateliers. La pension de veuve de guerre est accordée aux femmes, mariées ou non, aux orphelins, légitimes ou non. Ah, ça, c'est la reconnaissance de l'union libre. Et la commune débat du droit au divorce. Hector, je te quitte. Fais pas ça, Victorine. Je vais me gêner. Vive la commune!
Moi, Louise Michel, je dis vive la commune. Mais le rôle des femmes est aussi de prendre les armes, comme les hommes. Notre révolte ne doit pas être vaincue. Les biens de l'Église, payés par le peuple, deviennent propriété du peuple. Et oui, citoyen curé, la commune a décrété la séparation de l'Église et de l'État. Faudra-t-y faire, curé? La commune a nommé Édouard Vaillant responsable de l'éducation. L'école est laïque et gratuite. Tous les garçons, toutes les filles, tous les enfants d'immigrés doivent pouvoir aller à l'école. Selon le peintre Courbet, l'art doit être accessible à tous. La dignité, l'indépendance, l'égalité, c'est bon pour les artistes et pour les arts sous toutes leurs formes. Les citoyens remplissent désormais les théâtres et les musées, grands ouverts par la commune. Ils y découvrent les œuvres et la culture. Et la culture, maintenant, c'est pour tout le monde. Vous sentez ce parfum de liberté dans Paris? Et pour Eugène Proto, la justice doit être égale pour tous, accessible à tous. Plus d'arbitraire. Il n'y aura plus de garde à vue de plus de 24 heures. Plus de perquisitions sans mandat. Les juges seront élus et les prisons régulièrement visitées. Et pour la première fois dans l'histoire de France, on a brûlé la guillotine. Auguste, je ne savais pas tout ça. Quelle activité! C'est d'une modernité, toutes ces idées. Mais où allez-vous? Les Versaillais! Les Versaillais! Les Versaillais! Allez, nettoyez-moi tout ça! Pour nous, et pour les enfants de nos enfants, je voulais la République sociale. Je voulais que la femme soit égale de l'homme. Je voulais que les hommes soient libres de leurs opinions. Je voulais une aide mutuelle pour les ouvriers sans travail. Je voulais que tout le monde ait le droit de s'instruire et de s'épanouir. Je voulais que les pauvres se sentent dignes et protégés. Je voulais un pouvoir partagé, une démocratie authentique. Je voulais que la justice soit la même pour tous. J'ai voulu devenir un citoyen à part entière, dont la voix compte. Parisiens, l'armée de la France est venue vous sauver. Paris est délivré. La lutte est terminée. L'ordre, le travail et la sécurité vont renaître. Quartier général, 28 mai 1871. Le maréchal commandant en chef, MacMahon, duc de Magenta. 10 ans plus tard, amnistie générale. Les forçats, les exilés sont de retour. La vie a repris. Mais l'amnistie générale n'efface que les peines de justice. 143 ans après, les communards sont toujours coupables de crimes de guerre. Oubliez les 30 000 victimes de la répression et les 20 000 morts. Auguste, je te demande pardon. Tu seras désormais la fierté de ma famille et de mes enfants. Que faut-il faire? Nous réhabiliter. Nous serons là chaque 18 mars, sur cette place de l'Hôtel de Ville, jusqu'à notre réhabilitation. Les réhabiliter. Oui, il faut les réhabiliter. Les réhabiliter. Vous avez entendu? Avec vous, nous y arriverons.
nos soldats. La guerre n'est qu'une infamie, la gloire un grand assassinat. Avec l'enclume et la charrue, il faut combattre désormais. On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse. On l'a roulé dans son drapeau, dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est